Bienvenue dans ce GCN Show, déjà le 16e du nom en français. Et oui, c'est la fin de la saison 2020. Quelle saison, quelle intensité. On peut au moins féliciter les organisateurs et l'UCI pour avoir maintenu les 3 grands tours et quasiment la totalité des classiques. Quand on regarde un peu ce qui se passe dans les autres sports, un chapeau à tout le monde, aux organisateurs, aux coureurs qui nous ont donné du beau spectacle jusqu'à la dernière journée. Pour célébrer cette saison exceptionnelle, on vous donne rendez-vous sur l'application GCN avec un grand sondage sur les plus beaux acteurs et les plus belles courses de cette saison. Donc c'est à vous de jouer et à vous d'élire ces plus beaux acteurs en l'occurrence. Et on aura une remise des prix exceptionnelle dans une émission spéciale de GCN. Parlons de la fin de la saison, Loïc, est-ce que tu peux nous dire sur quoi on va se concentrer aujourd'hui ? Et bien, du coup, qui dit fin de saison, nous on va vous faire un petit récap des curiosités et des nouveautés qu'on a entrevues tout au long de l'année. Et voilà, il y a quelques petits trucs bien sympathiques. Ouais, c'est vrai, même si en intro, j'ai envie de dire que quand on regarde un peu autour de nous, le vélo qui est un sport mécanique, malgré tout, ça reste quand même un sport assez conservateur. Hein. On ne peut pas dire que, avec notre instance dirigeante en tête à l'UCI, on ne peut pas dire que ce soit vraiment un sport où il y ait des grandes révolutions technologiques tous les ans. Mais il faut aller chercher la petite curiosité et du coup, c'est ce qu'on a cherché à faire. Du coup, Loïc, tu nous dis ce que tu as choisi en premier ? Alors en premier, on a c'est pas spécialement une nouveauté parce que ça on l'a quand même vu plusieurs fois et c'est assez récurrent chez les pros, hein, c'est au bon vouloir des coureurs, mais le fameux plateau de 60 dents de Filippo Ganna sur son vélo de contre-la-montre. Donc pourquoi, comment tout simplement parce que c'est là où il se sent mieux et ce sera le meilleur ratio qu'il aura pour pédaler. Et après on connaît tous l'équipe Ineos Grenadier, on sait qu'ils font beaucoup de tests soufflerie, piste et tout ça pour savoir ce qui rend le mieux. Et je pense qu'il a bien travaillé son sujet, Flo. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, il faut rappeler aussi qu'il l'a utilisé dans un contexte particulier qui était le premier contre-la-montre du Giro, qui avait la particularité d'être pour une grande partie en descente. Voilà, et puis bon, quand on connaît le rapport de puissance de la machine Ganna, on comprend qu'il ait voulu amener un 60 ce jour-là, mais c'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on voit un plateau de cette taille, donc on l'a mis dans notre liste de curiosités technologiques. Puisqu'on parle de contre-la-montre d'ailleurs, lors de ce Giro, et pas que, on a entrevu d'autres curiosités, notamment au niveau des casques profilés, pas que durant le Giro d'ailleurs, hein, en 2020 on a eu pas mal de nouveautés de ce côté-là. Moi j'ai noté notamment Campenarts qui a affiché un casque Giro légèrement rallongé par rapport à celui de ses collègues. Donc l'avenir nous dira si c'était un prototype ou bien si c'était une étude sans pour autant donner de suite. Et puis on a vu Loïc aussi le fameux casque, mais là c'est plus de la déco, mais de l'Education First. Trop cool. Après ça c'est les goûts, les couleurs, mais le fameux casque Duck, franchement c'est super bien trouvé. Après bon, ils ont fait ce Giro avec un maillot totalement différent, des décos de vélo totalement différentes, avec c'était comment déjà la marque, Flo, tu te souviens ? C'est Palace, voilà, la marque ça. de skate. Ouais. Voilà, c'est ça. Et moi j'ai trouvé ça méga cool. Alors ça plaît pas, mais au moins ça a le mérite d'être nouveau. Et comme tu disais tout à l'heure, le vélo c'est assez conservateur et c'est plutôt cool de voir des nouvelles choses. Et donc ce casque, tu vois, franchement super bien trouvé, les 2 petits yeux devant et le bec de canard, enfin moi je trouve ça trop cool. Tout à fait d'accord. Le dernier casque que j'ai noté, et ça remonte à un peu plus longtemps, on l'a entrevu pour la première fois sur piste avec l'équipe de Danemark notamment, c'est le nouveau modèle de POC qui du coup est un casque profilé qui a été spécifiquement étudié pour la piste. Donc plus large notamment, qui part un peu sur les épaules. Donc d'un point de vue esthétique, je trouve ça beaucoup moins réussi, mais paraît-il que d'un point de vue aérodynamique, c'est plutôt efficace. Voilà. Au niveau esthétisme, on a souvent vu que c'était souvent pas très beau, mais efficace. C'est souvent les choses les plus efficaces qui sont les moins belles. Après... On a parlé du coup de machine à rouler, de chronoman en ce début d'émission. Donc je reviens sur Campenarts. Et également Adam Hansen qui eux aussi nous ont offert des curiosités technologiques, même si c'est pas très technologique, mais en tout cas une curiosité dans l'évolution de l'utilisation du matériel. Là on parlera de textile puisqu'on sait que ces 2 coureurs sont des adeptes de la full combinaison, donc la vraie combinaison de chrono, hein, donc sans poche, sans rien pour pouvoir emporter avec soi de quoi manger. Et du coup ils ont leur propre technique,
puisqu'ils utilisent en fait une espèce de, comme un, comment on appelle ça, un camel bag, une espèce de tube dans lequel ils rentrent plusieurs gels avant le départ de la course, et ensuite ils y accèdent, donc ils le mettent dans le dos de la combinaison. Voilà, c'est aussi une curiosité qu'on a pu noter déjà depuis, pas seulement 2020, hein, déjà depuis un certain nombre d'années, puisque c'était Adam Hansen, je crois, qui l'avait le premier initié. Ouais, après ça c'est l'évolution normale du dossard poche, moi j'appelle ça comme ça. On le voyait souvent chez les pros au début, avant qu'ils fassent des combinaisons de course avec les poches dans le dos. C'était classique, maillot, cuissard. Les mecs utilisaient des combis de chrono, souvent les sprinters, et avec leur dossard, ils fabriquaient des poches. Donc ils mettaient beaucoup plus d'épingles que prévu, en U, donc sur les côtés et sur le bas du dossard. Donc ça faisait une poche, et sur le haut, ils mettaient pas d'épingles, et du coup ils mettaient 2-3 gels dedans. Bon après, tu peux pas emporter de ta maison non plus, hein. C'est histoire de mettre 2-3 gels et faut aller régulièrement à la bagnole ou envoyer un équipier chercher à manger réellement, parce que les gels là, c'est bien dans les 50 derniers kilomètres. Bah c'est ça, mais du coup bah c'est bien, tu vois, il y a l'évolution à tout. C'est vrai, mais bon, moi je reste quand même partisan du fait qu'un maillot avec des poches d'origine, c'est pas mal. Non, la combi à poche, c'est mieux. Non, mais c'est vrai que les combis l'été, ça peut être agréable. Hein. Ouais. Bah été ou pas forcément. Moi je sais que nous chez Cofidis, on demandait moins de cuissard maillot et on prenait plus de combi. Et à la limite l'été, soit il y avait la combi modèle été vraiment très aérée, ou on prenait cuissard maillot parce que le maillot tu peux l'ouvrir en entier et là tu prends un peu plus l'air, quoi. Ouais. Intéressant en tout cas. Donc on a parlé d'Adam Hansen qui lui en général est plutôt à la pointe de l'innovation, et comment ne pas mentionner le fait qu'il soit à l'origine de la conception de ses propres chaussures. Alors ça aussi c'est pas spécifique à 2020, hein. Il y a plusieurs années qu'il les produit. Je pense que toi Loïc, tu as déjà eu l'occasion de le croiser et peut-être de voir ces modèles qu'il moule lui-même sur son propre pied. Ouais, c'est particulier. Après, lui, il dit être bien dedans, il les a étudiés. C'est un ingénieur, hein, je crois qu'il est ingénieur de base. Et il a étudié sa chaussure, il a fait son moulage. Bon, par contre, à un moment, je sais que ça avait posé problème auprès de l'UCI parce qu'elles n'étaient pas commercialisées. Et du coup, tout coureur doit avoir du matériel homologué, commercialisé et homologué par l'UCI justement pour pouvoir participer aux courses UCI. Enfin, et aux courses en général professionnelles. Et du coup, il avait trouvé l'astuce de les commercialiser, de les déposer le modèle et tout ça, mais à un prix, je crois, de 4 000 €. Donc personne s'en achetait. Et au moins, elles ont été homologuées par l'UCI et lui, il peut se permettre de courir avec. Je suis sûr qu'il a dû en vendre au moins une paire ou deux. Ouais, il y a moyen. Je sais pas, j'ai pas plus d'infos, mais il me semble que ça s'était passé comme ça. Après, c'est Space, en tout cas, comme d'habitude. En chaussures comme d'habitude, dites-nous en moulées, commentaire ce que vous en pensez, si vous êtes plutôt pour, contre, si ça vous semble confort, aéro ou performant. Nous, on n'a pas testé perso. Bah moi j'ai testé les bontes en chaussures moulées, j'avais eu ça à une période. Et très bien, mais fallait pas dépasser 3 heures, quoi. J'étais pas bien. Passer 3 heures sur le vélo, j'avais le pied qui chauffait, j'étais pas super bien. Et à l'inverse, il y a des coureurs qui les ont et qui sont super bien avec, même sur 5-6 heures de vélo, voire plus. Donc pourquoi pas. C'est propre à chacun les chaussures, c'est comme une selle. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on a ensuite, Loïc, comme point de curiosité ? Et ben du coup, ça nous fait une transition vers la selle Fizik, Flo. Le nouvel selle Fizik Antares versus 0-0, tout simplement, en sorte de nid d'abeille. C'est un peu particulier. Bon, elle n'a pas une forme bizarre par rapport à d'autres selles au final, avec cette fameuse gouttière au milieu et tout ça. Mais c'est le confort qui change le gel. Enfin, c'est même plus du gel, Flo. En fait, c'est surtout le concept qui est un peu comme, tu sais, les matelas qu'on dit à mémoire de forme. En fait, c'est le concept de cette selle qui se veut à mémoire de forme et qui, du coup, comme tu l'as dit, hein, une selle comme des chaussures, c'est très personnel. Et du coup, va venir un peu mouler le bassin, la forme du périnée de chacun et va être personnalisée, entre guillemets, puisqu'elle va prendre l'empreinte, votre empreinte et donc du coup vous permettre d'avoir un confort optimisé. Ça pourrait être intéressant d'ailleurs, puisque Fizik fait partie de nos partenaires, qu'on demande à en essayer une. Moi je suis très curieux de savoir le rendu de tout ça, mais on a vu que quelques professionnels cette année ont utilisé ce modèle, et les avis qu'on a pu en tout cas recueillir étaient plutôt positifs. Donc ça c'est une vraie curiosité pour moi au sens premier du terme. En tout cas c'est bien, c'est une vraie innovation.
Bah puisqu'on ouais, l'a dit, carrément. il n'y en a pas beaucoup. Carrément. Après, à voir, hein, on sait très bien que la selle, c'est la forme avant tout qui compte. Donc, à voir. Moi, j'aimerais bien essayer. Pareil, je suis curieux, tu vois. On a aussi, en parlant de curiosité, quelque chose qui est très d'actualité, mais le retour en grâce du pneumatique traditionnel, avec ou sans chambre à air d'ailleurs, puisqu'on peut parler aussi du tubeless, mais on a vu Julien Alaphilippe gagner pour la première fois depuis très longtemps, j'ai pas été dans les archives, hein, mais une étape du Tour de France sur pneumatique traditionnel, avec chambre à air donc c'était la deuxième étape du Tour, hein, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça, Ouais, lorsqu'il l'emporte devant Marc Hirschi, et ce jour-là il gagne donc avec un pneu d'ailleurs Specialized, puisqu'il avait des turbo coton et des chambres en latex. Voilà, donc c'est une curiosité, et c'est intéressant parce que les boyaux qui traditionnellement chez les professionnels, je pense que tu ne me contrediras pas Loïc, avaient quand même la part belle, c'est que du boyau. ont encore la part belle, hein, mais progressivement ne font plus l'unanimité. Il y en a certains qui tentent du pneu, et de plus en plus du tubeless aussi. On a vu pas mal de sprinters du coup se mettre au tubeless. Bah, d'ailleurs, Julien, il n'est pas champion du monde avec du tubeless. Ce serait à vérifier en effet. je crois, ce serait à vérifier, mais ça m'étonnerait pas. Bah, Aspect, on sait qu'ils sont précurseurs là-dedans parce que c'est les premiers avec leur roue Roval à avoir refait des roues carbone à pneus qui étaient légères pour le coup, parce que jusqu'à présent quand ils les ont sortis, c'était des roues qui étaient quand même beaucoup plus lourdes que celles à boyau. Et du coup, c'est quand même les précurseurs de ça, du retour du pneu. Alors après, le rendement, franchement, si ça commence à revenir chez les pros, c'est pas pour rien à mon avis. C'est clair. Et comme on parle de Julien Alaphilippe, la transition est toute trouvée vers le suivant, parce que il était aussi champion du monde sur un vélo à frein à disque. Et ça aussi, forcément, c'est dans le débat de ces dernières saisons, au moins les 2 dernières, voire même les 3 dernières. On a vu quelque chose cet été, une nouvelle curiosité technologique, puisque ceux qui utilisaient notamment du freinage à disque Shimano ont utilisé des disques de VTT. Donc au lieu d'utiliser les Durace, notamment Julien Alaphilippe, on l'a vu utiliser du coup le modèle Shimano XTR, qui est le modèle VTT du coup. Alors pour des diamètres équivalents, il utilise du coup Julien du 140 à l'arrière et du 160 à l'avant, comme beaucoup de professionnels. Et les 2 critères qui ont été évoqués pour ce choix sont d'une part la qualité de freinage, mais pour en avoir un peu discuté avec une bonne source chez Specialized, c'est celui qui a été le plus entendu dans les médias, ce critère-là, mais c'est pas forcément celui qui a décidé les coureurs, c'est le poids, l'éternel poids. Parce que oui, ça peut surprendre, mais pour une fois, du matériel VTT est plus léger que du matériel de route, puisque pour le 140 mm, le XTR pèse 94 grammes, alors que le Durace est à 107 grammes. Voilà, gains marginaux. T'en penses quoi, toi, Loïc ? Ouais, gains marginaux quoi. Après, bon, il n'y a pas de petites économies entre guillemets, donc s'ils le font, c'est pas pour rien. Hein, donc c'est ça. C'est tout à leur honneur. C'est une expérimentation, mais ça a duré pendant tout le tour, donc on peut imaginer qu'elle a été plutôt convaincante. Ouais, c'est sûr. Donc, et puisqu'on parle de freinage, encore une fois, magie de la transition, puisque les 3 grands tours, quant à eux, ont été remportés cette année, Loïc, sur des vélos à frein traditionnel. Ouais, les 3 grands tours sur frein traditionnel et sur des vélos italiens. Donc le Tour de France avec Pogacar et son Colnago, la Vuelta, le Giro pardon, avec Bernal et son Pinarello, et dernièrement... La Vuelta, c'est pas Bernal, mon poulet, le Giro, pardon, c'est Tao Bernhardt avec le Pinarello. Pardon, c'est Tao, excusez-moi. Et on a en dernier, comment il s'appelle, avec son Bianchi. Roglic. Qui lui aussi a Bianchi Ultra XR4 en frein traditionnel. Donc voilà, pour la montagne apparemment, les mecs ils sont quand même partisans du frein à patin. Ouais, et du vélo italien. Pourquoi pas. Ouais, et du vélo italien. C'est quand même dans la tradition italienne de faire du beau vélo, mais c'est vrai que c'était aussi une particularité de cette saison, donc voilà, on vous l'a noté. Et enfin Loïc, du coup pour terminer sur ce thème de la semaine, j'ai ajouté un petit point, parce que moi perso j'en avais jamais vu, et j'ai vu ça pour la première fois cette année. Alors peut-être que vous nous direz en commentaire que ça existe depuis des années, et j'en doute pas, mais c'est les porte-bidons aimantés
qu'on a vu récemment au Biking Man en Corse. Voilà, j'ai trouvé que voilà, c'était une petite innovation, comme on le disait, dans ce monde assez classique qui évolue peu. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. Bah ça c'est cool, surtout dans le milieu amateur. Parce que dans le milieu pro, à la limite, si c'est pour jeter les bidons toutes les heures ou toutes les 20 minutes, ça va coûter cher en bidon, je pense. Mais le concept est le but, méga c'est pas cool. de jeter le bidon. Chez les pros aussi. mais chez les amateurs, moi, je trouve ça super bien. Ouais, non, mais c'est particulièrement intéressant du coup pour ceux qui voyagent à vélo, comme on l'a vu d'ailleurs dans le cas du Biking Man, parce que ça vous permet de mettre une sacoche centrale sur le tube horizontal, et du coup, le bidon, au moment de le sortir, eh ben, vous n'êtes pas gêné, puisque vous pouvez en fait le déclipser un peu à la manière d'un cale-pied, d'une cale automatique, en le faisant pivoter sur le côté. Donc j'ai trouvé cette astuce assez intéressante, et du coup, je trouvais que c'était un clin d'œil sympa pour terminer ce thème de la semaine. Du coup, je vous rappelle de répondre aux différents sondages dans l'application GCN, avec notamment cette semaine un sondage sur toutes ces technologies qu'on a pu évoquer. N'hésitez pas en commentaire à en ajouter d'autres, on n'a pas les yeux partout et on a certainement oublié des choses. Et surtout, le sondage le plus important sera sur les meilleurs coureurs de cette saison et selon vous, la plus belle course. Voilà, Loïc, je te propose qu'on passe à l'actualité de la semaine. Ouais, l'actu qui au final se rapproche grandement de notre lead story. Allez, on est parti, on se lance. Allons-y. Et du côté de l'actu, on a San Marco qui lance une nouvelle selle. C'est même clairement un remake de leur grand classique. Elle s'appelle la Aspeed Short. Leur grand classique, je dis, c'est leur best-seller depuis 2001, Flo, il me semble. Ouais. Et du coup, voilà, ils sortent une nouvelle version, enfin même 4 nouvelles versions. 4 versions de cette selle qui sera proposée du coup à un tarif d'entrée de gamme chez San Marco, donc plutôt intéressant puisqu'elle reprend un design assez proche des hauts de gamme de la marque. Et du coup 4 différentes options, mais c'est essentiellement sur le rail en fait qui va changer de matière en fonction du budget et de l'option que vous choisissez. Donc soit en carbone, soit en composite, en manganèse ou en alliage. Donc voilà un peu pour les nouvelles selles. Et on a aussi un nouveau vélo, c'est Orbea qui sort un vélo électrique urbain avec une assistance du coup électrique assez légère, très moderne Loïc, avec des feux intégrés, plutôt très cool. Moi j'aime beaucoup le design. Il est super épuré, moi je le trouve, après niveau coloris, là on vous présente, il y a des versions noires évidemment, machin, mais là on vous présente une version verte, un peu verte kaki, moi je le trouve mais magnifique ce vélo. C'est le vélo urbain par excellence. En plus avec assistance électrique, c'est parfait. Quand tu es au Pays Basque, tu sais que le centre-ville c'est pas plat, donc c'est trop bien. Moi je le trouve super beau. Vraiment, il y a 5 modèles différents, donc forcément les gammes varient. Et donc en monoplateau avec une belle galette derrière histoire de bien jouer sur les pignons. Enfin, très belle sortie du côté de chez Orbea. Franchement, respect. En parlant de belles machines, on a vu passer aussi cette semaine chez Canyon une série édition limitée du Ultimate CFS LX. Version Tino Pollman, du coup de l'artiste du même nom, avec ce design très épuré là aussi, plutôt une belle réussite. Et donc ce sera une édition limitée à quelques exemplaires, donc avis aux amateurs qui ont du budget. On peut raconter un peu ce que c'est, parce que tant qu'à faire. Ouais, bien sûr. Limité. Alors, c'est un artiste, certes, c'est un artiste photographe de chez Canyon qui fait beaucoup de photos de vélos qu'ils emmènent sur le Tour de France. Et du coup, ce vélo, il lui a été entre guillemets dédié, c'est lui qui l'a fait. Donc, le fameux point rouge qu'on retrouve à l'arrière, c'est le point rouge que lui, il utilise en gommette pour choisir ses négatifs sur ses rouleaux. Et du coup, on retrouve justement sur le cadre les négatifs souvent du Galibier d'ailleurs, parce qu'il a voulu rendre un hommage quand même à ce Galibier là, des images de vélo, mais du Galibier sur le top tube en impression, et le fameux gris dégradé des pellicules et compagnie. Donc voilà, pour la petite histoire. Ouais, pour les amoureux du design et du sens du détail, très bel objet. Et on termine du coup cette actualité avec quelque chose de plus local, puisque là on parle à celles et ceux qui habitent en France et aux coureurs en particulier. Donc comme vous le savez, on est dans le 2e confinement. On ne va pas en parler pendant longtemps, mais juste pour vous dire que la Fédération française de cyclisme a obtenu cette semaine, donc à voir les prochaines évolutions, mais en tout cas une autorisation de s'entraîner en extérieur pour tous les coureurs de division nationale 1
qu'ils soient hommes, femmes, qu'on parle de route, de BMX ou de VTT. Donc c'est une bonne nouvelle pour tous ces coureurs-là. Pour les autres, en théorie, il faut soit rester autour des 1 km de chez soi ou bien faire du home trainer comme nous. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que suite au meet-up de la semaine dernière, je vais renouveler l'expérience. Et donc demain, mercredi, entre 17 et 18 h, je vais lancer les invitations pour un nouveau meet-up sur Swift pour celles et ceux qui ont la chance d'y être. Voilà. Et là, on fera une séance de 1 heure avec du spécifique. Donc préparez les cannes. Ça annonce. Préparez les cannes. Ça veut dire que t'es chaud, tu t'es déjà bien entraîné costaud là. Après, chacun fait en fonction de son niveau, hein, c'est des pourcentages, donc voilà. Rendez-vous sur Zwift demain du coup. On passe au résultat, Loïc. Du coup, voilà, on va parler course, donc on va passer au résultat. Allez, feu. Et du coup, on commence sans plus attendre avec cette dernière course de la saison, hein, la Vuelta, dernier grand tour de l'année, avec la victoire finale de Primož Roglič qui prend sa revanche sur le Tour de France. Cette fois-ci, il a résisté, même si ça a été la galère jusqu'au bout, avec des attaques de Carapaz jusqu'au dernier moment. Voilà, notamment dans la Covatilla, avec cette très belle deuxième victoire d'étape de notre ami David Gaudu, qui s'est révélé dans cette Vuelta, hein, Loïc. Oui, clairement. Il est arrivé avec un statut de leader. Il l'a dit hier en interview. J'ai suivi deux, trois trucs. Il est arrivé en tant que leader, bien que Thibaut Pinot s'était aligné avec lui. Mais Pinot était venu vraiment en outsider et vraiment pour le plaisir. Bon, au final, voilà, on sait tout ce qu'il a abandonné. Et voilà. Mais il a pas dérogé à ses collègues et à ses prétentions. Il est arrivé, il a gagné 2 étapes et en plus la deuxième étape lui permet de rentrer dans le top 10, donc il fait 8ème du classement général. Donc, moi j'ai hâte de voir la saison prochaine ce que ça pourra donner. A souligné aussi un très grand Bruno Armirail pour représenter la team chocolatine qui a été un poisson pilote de luxe pour Gaudu pendant ces 3 semaines. Autre performance côté français à souligner, c'est Guillaume Martin qui remporte le classement de la montagne. Hein. C'était presque couru d'avance dans cette dernière semaine, il avait tellement d'avance, mais il fallait quand même aller jusqu'au bout. Et à noter aussi le copain Rémi Cavagna, le TGV de Clermont-Ferrand, comme tout le monde l'appelle maintenant, qui est super combatif de la Vuelta, c'est mérité parce qu'il est encore passé pas très loin de la victoire d'étape et tous les jours il a été à l'avant. Il est passé pas loin comme l'année dernière où il avait réussi à faire mouche au final. C'était la même étape ou la même ville, non oui. Je crois. Non, pas exactement. L'année dernière il l'avait emporté à Tolède. Mais l'année dernière il avait réussi, là où cette année il a échoué de pas grand chose, hein, mais bon, toujours à l'avant, toujours offensif Rémi, donc bravo à lui pour ça paiera toujours et ça cette paiera. Vuelta. À la Vuelta, il y avait aussi la course féminine, hein. Il y avait le Ceratizit Challenge by la Vuelta. Donc c'était sur 3 étapes, contrairement à ce qu'on peut voir sur la course by le Tour, avec 2 étapes en ligne et un contre-la-montre. Et du coup, le classement général a été remporté par Lisa Brennauer, qui est également celle qui a remporté le chrono. Hein. Tout s'est joué lors du contre-la-montre, qui était la deuxième étape. C'est ça. Et on a vu du coup les 2 autres étapes en ligne être remportées par Lorena Wibbes et Elisa Balsamo, qui ont remporté les 2 autres étapes. Et au classement général, c'est une autre Elisa Longo Borghini. Donc la petite nièce de Gianni Longo, on l'avait dit dans un show précédent. Tu l'appelles. Voilà, qui fait 2ème du classement général. Ouais. Exactement. Et du côté des cyclocross, Flo, vas-y, je t'en prie. Du côté des cyclocross, il y avait les championnats d'Europe ce week-end. Donc tu peux nous en dire plus sur les résultats? Bien sûr, donc on a vu à nouveau notre ami Steve Chenel sur le Race Pass de GCN, qui était là avec ses compères de l'équipe de France, en tout cas chez les hommes. Donc pas de surprise, hein, c'est l'ogre de ce début de saison qui l'emporte, Eddie Iserbyt, le Belge. Donc 2 Belges aux 2 premières places. En attendant le retour des Van Aert et Van Der Poel qui devraient arriver au cyclocross d'ici à fin novembre, début décembre selon. Voilà. Belle performance de Joshua Dubos, premier français 9ème. Et comme on l'a dit, Steve Chenel et David Menu qui intègrent le top 20 également. Donc belle perf à eux également qui auront animé ces championnats d'Europe. Et chez les femmes, Loïc, tu peux nous dire qui l'emporte? C'est Céline Del Carmen Alvarado, excusez-moi, c'est ça. Qui l'emporte devant Anne-Marie Worst. Et quant à notre petite française Perrine Clausel, elle prend une belle 5e place. Flo, à noter. Exactement.
À noter. Et chez les femmes, pas comme chez les hommes, du coup, la première belge, c'est Sanne Kant et elle est 7ème. Donc voilà, clairement, chez les femmes, c'est les Pays-Bas qui dominent et chez les hommes, c'est la Belgique en ce début de saison. En parlant de championnat d'Europe cette semaine et pour conclure les résultats, juste pour vous dire que sur le Race Pass, la saison continue, même s'il n'y a plus de route, puisqu'il y aura les championnats d'Europe sur piste. À partir de cette semaine, il y a toujours du cyclocross, puisqu'on a les épreuves de super prestige notamment dès ce mercredi et l'Etias Cross dès le week-end prochain. Donc restez bien connectés. On passe au JCN Répond, Loïc. Allez, c'est parti. Et tout de suite dans le JCN Répond, on a une première question de Alex Lumfishing. Excuse-moi, les pseudos, je suis pas au point. Qui nous dit salut les gars. Bah écoute, salut Alex. Merci pour vos vidéos, elles sont super cool. Merci beaucoup Alex. Une petite question pour vous, j'ai repris le vélo depuis quelques mois après un arrêt de près de 10 ans. Flo, ça te ressemble un peu. Suite à des soucis de genoux. Maintenant que tout va mieux, est-ce que vous avez des conseils pour la reprise? Endurance, force. Merci à vous les gars. Écoute Flo, ça te concerne un peu aussi. Vas-y, je te laisse répondre. Bah écoute, a priori tout dépend de tes objectifs, mais j'ai tendance à te donner une réponse assez classique. Avant de faire de la force, commence par refaire un petit peu d'endurance, puisque le vélo, avant toute chose, en tout cas sur la route, c'est un sport d'endurance. Donc tu vas voir, peut-être que la première, comme l'a dit Loïc, après un arrêt de longue durée, ça peut s'avérer très très compliqué même de faire 30 km, mais par contre, au bout de quelques sorties, ça va très vite revenir. Et puis une fois que tu auras un petit peu d'endurance dans les jambes, tu vas sentir très vite le progrès et l'accoutumance à ce beau sport qui revient, et tu pourras faire du travail spécifique avec de la force, de la vélocité, de tout ce que tu veux. Tu pourras reprendre les exercices proposés par Loïc pour progresser en montagne et te défoncer la gueule comme j'ai pu le faire un peu plus tôt dans la saison. Donc fais-toi plaisir. Ah bah voilà, je crois que tu nous l'as bien résumé. Moi je peux pas te dire mieux. Du coup, je vais te lancer sur la deuxième question, une question de Patrick Henry qui nous dit bonjour, ce serait bien d'avoir une vidéo sur un programme d'entraînement d'hiver sur Swift, fréquence des séances, combien de temps, à quelle intensité. Toi Loïc, qui est un grand adepte du home trainer, comme tu n'arrêtes pas de nous en parler. Mais le home trainer en même temps, c'est l'idéal pour travailler ces zones, sont spécifiques. Parce que forcément sur home trainer, on respecte les zones au chiffre près, contrairement à la route où c'est souvent variable, les inclinaisons de pente dans les côtes, les machins et tout. On n'est jamais à la même puissance que sur home trainer, on peut rester à la même puissance. Et du coup, ça nous fait travailler bien dans nos zones. Donc, pour répondre à Patrick, mais pour répondre à Patrick, écoute, ça dépend des fréquences que tu peux mettre déjà dans ta semaine par rapport au travail. Et Zwift, je suis pas un grand adepte, c'est super cool, c'est bien pour les courses et tout ça. Mais pour de l'entraînement, moi je pense que c'est mieux de faire des séances propres à toi, avec des séries à toi. Donc si tu arrives à faire des séances tous les 2 jours, moi je trouve ça méga cool. Après, suis régulièrement notre chaîne, je pense que tu le fais déjà. Durant tout ce confinement, on va mettre régulièrement du contenu là-dessus, sur des séances d'home trainer particulières, pour travailler la force, pour travailler à haute intensité, et tout ça. Ouais, ce que j'allais dire, c'est que du coup, mercredi, donc demain, j'ai déjà préparé une petite séance qui fait travailler pas mal de choses, à la fois le cardio, mais aussi la vélocité. Donc Patrick, si tu as envie de suivre ça et si tu as la possibilité de le faire, donc demain, Meetup JCN en français, donc il faut suivre mon profil, Florian Chabal, vous savez comment ça marche. Voilà, vous pouvez aussi suivre sur Insta, je mettrai le détail de la séance. Voilà, je passe à la dernière question et je vais te laisser y répondre Loïc puisqu'elle t'est adressée, c'est celle d'Olivier Bienvenu qui dit Loïc, comment un cycliste pro ça s'entretient l'hiver? Coupure complète, on a eu beaucoup de questions sur comment gérer la coupure hivernale, donc n'hésite pas, vas-y Loïc, réponds. Encore une fois, la coupure elle est propre à chacun, donc moi je sais que je faisais 6 semaines sans vélo et à peu près 4 semaines sans sport. Vraiment sans rien, juste la picole et les burgers. Donc forcément la reprise était un peu compliquée. Mais en reprise, moi je conseille la salle. Vraiment faire le renfort, de la muscu, du gainage. Je faisais énormément de crossfit. J'avais un coach qui me préparait justement en crossfit. Ça me permettait de me faire des séances courtes mais très intenses. Donc du coup je gardais un cardio assez conséquent. Et ça me faisait penser à autre chose. Et ça me faisait aussi renforcer
tout ce que je pouvais pas faire durant la saison. Donc tout le haut du corps, tout le gainage, parce qu'en saison, normalement, il faut garder cet entretien-là. Moi, je le faisais clairement pas. Mais du coup, moi, je pense qu'il faut privilégier les sports en salle. Vraiment varier les plaisirs, parce qu'après, quand on fait du vélo, c'est que tout du ce vélo. qu'on peut pas faire en ce moment, quoi, tu es en train de nous dire. Bah ouais, mais non, si, justement, Flo, on peut le faire à la maison. Comme j'ai dit dans le show précédent, on peut faire plein d'exercices à la maison tout seul. Et même avec un pack d'eau, avec un manche à balai et tout, on peut faire plein de trucs. Donc, non, moi je pense que le sport en salle, c'est le mieux. Et c'est ce que je faisais personnellement. Après, il y en a d'autres qui font que du vélo. Je sais, j'étais en contact avec Quentin Paché récemment, qui a coupé 3 semaines. 3 semaines sans vélo, sans sport. Et là, il reprend aujourd'hui avec de la PPG et du vélo. Donc voilà, c'est propre à chacun les coupures. Merci Loïc pour cette réponse et bon courage à Quentin pour sa reprise. En conclusion de cette émission, déjà, je vais spoiler un petit peu ce qui va se passer dans les semaines à venir, mais vous avez été nombreux cette année à nous demander s'il y aurait des challenges avec les présentateurs des autres chaînes de GCN dans d'autres pays. Comme vous le savez, en 2020, ça a été compliqué de se déplacer, donc il n'y en a pas eu. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que d'ici la fin du mois de novembre et début décembre, on va organiser des courses du coup sur Zwift, pour faire plaisir à Loïc, mais pas que. Peut-être aussi sur Be Cool, qu'on va essayer de tester pour vous d'ici la fin du mois. Donc restez bien connectés et on essaiera de vous faire partager tout ça pour se marrer et puis pour voir un peu ce qui nous reste dans les jambes en cette fin d'année. Et sinon, Loïc, pour conclure, dis-nous un petit peu ce qui nous attend cette semaine, parce qu'il y a pas mal de belles vidéos qui vont sortir sur la chaîne encore. Et bien du coup, cette semaine, on va sortir, il me semble, du Pro Bike et on va sortir la fin de nos émissions sur le pavé, la dernière. Ce sera un petit versus, un petit challenge pro versus amateur versus débutant. Donc vous avez l'amateur, vous avez le pro et vous n'avez pas encore le débutant, mais le débutant, on aimerait bien le voir souffrir un peu plus souvent. Alors on va réfléchir à un truc avec Flo. Bon, déjà la vidéo, vous allez voir, elle déchire. Notre débutant, on va bien se marrer. Au poil. Et vous nous direz si vous voulez le voir plus souvent, ce débutant, parce que je pense qu'il mériterait d'être vu un peu plus souvent sur le vélo. Donc dites-nous tout en commentaire et je pense qu'on va kiffer. Merci Loïc, et puis on se dit à mardi prochain. En attendant, prenez soin de vous et puis on se retrouve sur les home trainers ou dehors pour ceux qui peuvent. À bientôt. Allez, ciao.